qu'on voit simplement, c'est que quand on lit les différentes dispositions de ce qui est pour l'instant un projet de code, qui est en fin de négociation entre le Parlement européen, la Commission et puis le Conseil, c'est qu'il y a beaucoup de dispositions dans ce code, notamment des facilitations qui sont liées à soit au respect des critères de loi, simplification douanière notamment, soit carrément au fait que vous détenez ce statut d'opérateur économique agréé. Donc il est clair que le nouveau code, qui sera un peu le cadre juridique dans lequel on évoluera en matière de dédouanement pour grosso modo, les 15 à 20 ans prochains, il conforte en tout cas la place de l'OA et son caractère incontournable, même si réglementairement il n'est absolument pas obligatoire. Alors, parce que je suis sur le Code des douanes de l'Union, simplement, et même si le texte aujourd'hui n'est pas encore officiel, simplement vous alerter sur quelques évolutions qu'on trouvera dans le texte final. Alors un petit peu dans le désordre, puisque j'étais sur l'OA, simplement passer en revue des régimes qui évoluent et qui sont pour certains liés d'ailleurs à la détention de l'OA. Le dédouanement centralisé. Il y a un article dans le Code des douanes de l'Union qui prévoit cette facilité, donc la possibilité de déposer des déclarations auprès d'un seul bureau de douane dans l'Union européenne, quel que soit le lieu où vos marchandises sont présentées. Donc, par exemple, déposer vos déclarations au bureau de Dijon, alors que vos marchandises, elles sont au Havre, elles sont à Hambourg, elles sont à Varsovie, et ainsi de suite. Et c'est après le bureau de Dijon qui finalement fait l'interface avec ces autorités douanières si contrôle il y a. Mais ça serait ce bureau donc, de domiciliation qui délivrerait le mot enlevé une fois que tout est réglé. Donc ça, cette facilité-là, elle est inscrite pour la première fois de manière détaillée dans le Code des douanes, dans le futur Code des douanes. Donc elle fait la part belle au bureau de domiciliation. Donc c'est un point qu'on regardera pour développer cette procédure en France. Pour en bénéficier, notamment quand on veut le faire dans plusieurs États membres, il faut être au OA. Voilà, typiquement un avantage assez net pour l'OA. Deuxième régime qu'on connaît aujourd'hui, le dépôt temporaire, le MADT, suivant le nom, peu importe, évolue également. Ça n'est pas d'ailleurs un régime douanier, c'est une situation de marchandise exactement, donc pas en tant que tel de déclaration qui l'appuie. Simplement pour dire que le délai de séjour des marchandises va évoluer dans cette situation douanière, puisqu'aujourd'hui on est à 30 ou 45 jours suivant le moyen de transport utilisé, et qu'on passerait à 90 jours. Bon. Donc c'est quand même une évolution qui est importante. Avec derrière une faculté qui est autorisée dans ce futur code, ce sont les transferts de dépôt temporaire. Donc les transferts de MADT, si on reprend une vieille expression. On pourrait imaginer un transfert entre un MADT qui serait un dépôt temporaire qui sera à Roissy et puis un dépôt temporaire qui serait, ma foi, dans vos locaux sur Dijon. Mais on peut aussi l'imaginer dans plusieurs États membres et donc également concerner un dépôt temporaire que vous auriez vous ou un de vos prestataires dans un autre État membre. Donc tout ça avec des facilités en termes de déclaration justement qui permettent ces transferts entre dépôts temporaires. Donc un nouvel outil douanier qu'il va falloir apprivoiser pour savoir exactement comment s'en servir finalement au bénéfice de la compétitivité donc de nos entreprises. Sur l'OA, dernier point sur lequel je reviens, mais qui est très, très prononcé dans le Code des douanes de l'Union, c'est la partie, on va dire, financière, les garanties. Vous savez que la douane prend un certain nombre de garanties pour des opérations dans lesquelles les marchandises sont toujours sur l'utilisation douanière, donc les droits et taxes n'ont pas été encore perçus, et donc c'est le cas du transit, c'est le cas des régimes économiques, par exemple. Donc dans le nouveau code, il y a une inflexion assez nette, il y a deux inflexions assez nettes. Il y a d'abord une volonté manifeste de la Commission, les droits et taxes, n'oubliez pas, enfin les droits surtout, alimentent le budget communautaire. Donc il y a une volonté très nette de la Commission de resserrer les boulons. Et
donc de prendre des garanties plus contraignantes et plus importantes sur toutes ces opérations où les droits sont suspendus. Bon, il y a cette volonté générale de la Commission, donc sur les opérations de transit, sur tous ces régimes suspensifs, de remettre des garanties ou de les augmenter là où il n'y en avait pas, où elles étaient fixées à un niveau relativement bas. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour les OA, par contre, et toujours pour ces mêmes régimes suspensifs, le texte, donc, là, discrimine beaucoup plus nettement, aujourd'hui, demain, les OA par rapport aux autres entreprises qui ne le sont pas. Et donc, les seuls cas pour lesquels on aura soit des réductions, soit des exemptions de garantie pour le transit, pour les régimes économiques, ce sera pour les opérateurs économiques agréés et uniquement pour eux. Donc là, le choix est assez net. Tant que je suis sur les régimes économiques qui vont prendre le nom de régime particulier dans le futur code des douanes, j'attire votre attention sur une évolution importante. La destination particulière. En France aujourd'hui, ça se sait pas, mais on a une application particulièrement souple, pour ne pas dire laxiste, de la destination particulière. Par exemple, on ne prend pas de garantie, alors que c'est un régime dans lequel, en se passant une marchandise dans certains secteurs, entre différentes entreprises, on a quand même bien les droits qui ne sont pas acquittés. Bon. Ça, dans le futur code, c'est terminé. Ce qui veut dire qu'on va être obligé de se mettre à la norme et de, sauf pour les OA, donc garantir le régime de la destination particulière. Donc j'attire votre attention tout de suite là-dessus. Autre point également qui va évoluer de manière assez nette dans le code des douanes, c'est les différents régimes de l'entrepôt. En France, nous sommes des gros consommateurs de l'entrepôt, la variété d'entrepôt qui est la plus souple, hein, c'est les entrepôts de catégorie D ou E. Cette catégorisation des entrepôts va tomber, donc ça sera une autre catégorisation des entrepôts, mais d'une manière générale, ce qu'il faut retenir du sens dans lequel on va dans le code des douanes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à l'initiative un petit peu de la Commission, c'est on resserre les boulots. Donc, ce qui veut dire que les modalités de fonctionnement des entrepôts, quel que soit, alors ça ne sera plus des A, des C, des E comme aujourd'hui, vont devenir plus strictes. Bon. Et de la même manière, pour conserver la souplesse que l'on a aujourd'hui dans les entrepôts de type D et E, qu'on ne souhaite pas abandonner de notre côté, donc là-dessus, pas de souci. Mais le point de passage obligé pour conserver la souplesse qu'on a aujourd'hui, et donc ne pas aller vers le resserrement auquel la Commission tend, c'est de passer par le statut d'opérateur économique. Voilà. Donc d'autres, finalement, illustrations de l'intérêt, pas d'obligation, mais de l'intérêt fort à passer par ce statut d'opérateur économique agréé. Et dernier point, j'en terminerai là sur le code des douanes de l'Union, qui concerne les commissionnaires en douane. Il y a un article, c'est le 18 ou 19, je ne me souviens plus, 18 il me semble bien, ouais, qui fait évoluer une disposition qui est importante, qui est la représentation directe, aujourd'hui qui fait l'objet d'un monopole par cette profession. Donc le code, le futur code, stoppe ce monopole, met fin à ce monopole donc, de la représentation directe pour les commissionnaires en douane. Donc ça c'est un point aussi qui est important, qui fait l'objet de discussions au niveau central avec les organisations, TLF, FMTR, et ainsi de suite, qui donc représentent les représentants justement, les représentants en douane. Dernier point sur cette question d'ailleurs de la représentation en douane, c'est que, et qui rejoint le haut d'ailleurs, c'est que quand vous êtes OA, ça quel que soit le pays dans lequel vous avez été délivré votre statut, vous pouvez effectuer la représentation en douane sans demander l'autorisation à quiconque dans tous les États membres de l'Union. Ça aussi, c'est un point qui est nouveau. Donc, on pourrait voir arriver sur le marché donc, de nouveaux acteurs. On verra si ça se passe ou si ça ne se passe pas, mais en tout cas, c'est possible. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire sur le Code des douanes de l'Union. Sur
Un autre point quand même aussi sur des évolutions, là on en est plutôt au stade de la réflexion. On a parlé tout à l'heure de sécurisation, puis finalement ça permet de rester toujours dans le droit. On a parlé de sécurisation de la chaîne logistique. Aujourd'hui on a mis en place un dispositif que vous connaissez tous qui s'appelle ICS et ECS à l'export. Le système tel qu'il est aujourd'hui ne donne pas satisfaction sous l'angle de l'analyse de risque que les données transmises dans les fameuses déclarations ENS permettent donc aux différents services douaniers. Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que la conception même du système, où finalement on a un seul opérateur, en général le transporteur, qui transmet ses déclarations à la douane, ne peut pas permettre de toute façon de par les relations commerciales, et notamment les questions de secret commercial, ne peut pas permettre en fait que la douane reçoive des données de qualité. Notamment trois données qui sont importantes pour l'analyse de risque et les éventuels contrôles qu'on déclencherait, c'est l'acheteur, le vendeur, et la dénomination douanière des marchandises, donc avec la référence au SH6, donc à la nomenclature du système harmonisé, donc à 6 caractères. Donc ça, ces données-là, aujourd'hui, dans le système, elles sont d'ailleurs facultatives. Elles vont devenir, à terme, quand je dis à terme, là je n'ai pas de date précise, mais en tout cas, je pense que c'est à une échéance de 3 ans, 4 ans grand maximum, elles vont devenir obligatoires. Et à partir du moment où elles deviennent obligatoires, le transporteur de toute façon est bien en difficulté pour transmettre ces données, qui sont des données de nature commerciale et non pas des données de nature logistique. Ce qui veut dire qu'il va falloir réfléchir, le jour où cette échéance se précise, à un autre mode de transmission de ce type d'information, et peut-être d'évoluer vers un mode où on a non pas une alimentation simple des déclarations ENS, mais une alimentation par au moins 2 opérateurs. Le logisticien, le transporteur pour ce qui relève des données logistiques, l'acheteur, le vendeur ou un commissionnaire en douane de transport qui le représenterait pour les données de nature commerciale, ce qui permettrait de sauvegarder là les questions de secret commercial qui aujourd'hui bloquent la transmission de ces données-là. Donc sachez qu'il y a ces réflexions-là au niveau européen auxquelles sont associées les fédérations d'opérateurs qui elles-mêmes ont relevé que le dispositif actuel, de toute façon, ne pouvait pas fonctionner. Donc sachez qu'il y a ça en tête, et donc on aura vraisemblablement à en reparler d'ici 1 à 2 ans, mais ayez bien ça en tête.